Tu as parlé d'esprit critique chez les élèves. C'est une littérature qui n'est pas facile à appréhender parce qu'en fait, il n'y a pas de définition exacte comme ça de l'esprit critique. Et c'est une thématique de recherche qui est mouvante parce qu'on comprend de mieux en mieux quels sont les leviers cognitifs. Pourquoi c'est important de développer l'esprit critique chez les élèves? Alors, déjà, il faut qu'on s'entende sur la notion d'esprit critique. Pourquoi il faut qu'on s'entende dessus? Parce que la notion d'esprit critique, c'est quelque chose de difficile. Il y a beaucoup d'acceptions et surtout qu'il y a énormément d'injonctions auprès des collègues aujourd'hui de développer l'esprit critique chez les élèves, sans pour autant les outiller ou de dire comment je fais. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit critique? Les collègues sont souvent démunis. Il y a différentes traditions qui s'affrontent, qui se complètent autour de l'esprit critique, mais qui n'ont pas été suffisamment didactisées. On trouve par exemple des outils. Aujourd'hui, de plus en plus, en revanche, on se met à produire des outils pour expliquer ce que c'est l'esprit critique pour les enseignants. Il y a La main à la pâte notamment qui a produit tout un tas d'exercices. Alors nous, on a, avec toujours l'aide de l'équipe de l'Institut national d'administration scolaire, de dire, voilà, quand vous faites des activités avec les élèves, quand vous travaillez avec les élèves, qu'est-ce que ça veut dire de développer leur esprit critique? Donc déjà, je commence vraiment par la boîte à fabrique de l'esprit. Comment on fait? Et donc, on a décliné la dimension critique de l'activité scientifique en plusieurs dimensions. Par exemple, savoir pour un élève produire, construire une hypothèse provisoire. Ce n'est pas l'hypothèse définitive. Comprendre que c'est une hypothèse provisoire ou bien alternative, c'est déjà une brique de construction de l'esprit critique parce qu'il différencie les différentes étapes d'un raisonnement. Donc, voilà. Une deuxième brique, par exemple, que l'élève, il est capable non seulement de se faire un focus sur la recherche d'une preuve, mais d'une contre-preuve. Donc, voilà, donc ne pas tomber dans le biais de confirmation. Voilà, c'est un deuxième élément. Donc, vraiment, on dit, est-ce que, ça c'est très important, quand beaucoup d'élèves sont en échec scolaire en sciences alors qu'ils étaient en réussite avant parce que c'était du tâtonnement, c'était de la manipulation, etc. Une étape très importante dès le plus jeune âge, c'est arriver à un peu conceptualiser, à peu avoir une pensée abstraite, donc avoir une représentation cognitive des problèmes et non pas ça, donc apprendre à faire des schémas abstraits. Dès le plus petit âge, on peut faire des petites choses à construire comme ça. Ça fait partie aussi de la construction de l'esprit critique, être capable de isoler les composantes, leur chaîne de causalité ou de corrélation, etc. Donc avoir une représentation cognitive. Donc voilà, et ça outille les enseignants pour dire que l'esprit critique n'est pas un simple slogan comme la créativité. Il faut être créatif, mais oui, mais ça veut dire quoi? Pourquoi c'est important? Donc maintenant que j'ai mis un peu, parce que je suis désolée de faire un petit retour en arrière, mais c'est très important de souligner que notre travail est vraiment au plus près de ce qui se fait en classe. On n'est pas dans les effets de discours. Il n'y a pas « il faut développer les compétences du 21e siècle ». Moi, je ne les ai toujours pas croisées au coin de la rue, les compétences du 21e siècle. En revanche, on est très, très attaché à quels sont les effets réels pour l'élève et qu'est-ce qui se fait dans la classe. Donc voilà, maintenant on dit pourquoi c'est important. Sans revenir aux Lumières et à tout ce qui fait l'école française, etc. Tout simplement, je reviens à pourquoi on veut que les élèves comprennent qu'est-ce qu'un savoir et pas une information. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts est fait sur la distinction des fake news, des bonnes news. On dit aux élèves d'aller chercher la racine de l'information, mais c'est extrêmement compliqué en fait. Et nous, on s'est dit, il faut aller encore plus en amont. C'est-à-dire que vous pouvez toujours regarder les journaux, apprendre comment un journaliste enquête, fait d'investigation, recoupe ses sources pour que l'information soit correcte. Mais ce n'est pas des savoirs. Et il y a une spécificité à l'école, qu'elle soit française ou internationale, c'est un lieu de savoir. Ce n'est pas un lieu d'information. Et ça, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à le comprendre. Et on a beaucoup de mal à le comprendre à l'école. Et du coup, la population en général a beaucoup de mal à comprendre la distinction entre un savoir et une information. On l'a vu, par exemple, avec la pandémie. Il y a beaucoup d'informations qui circulent autour, il y a beaucoup d'hypothèses provisoires sur la validité d'un vaccin ou la dangerosité d'une mutation. Ce sont des hypothèses provisoires. Ce ne sont pas des hypothèses définitives. Et parce que c'est l'attention qu'on peut prêter, la différence entre un processus et un résultat. Ça,
c'est vraiment dans l'intimité de la fabrication des savoirs. Et quand les élèves font des projets s'aventurer, ils voient petit à petit comment ça se construit pour arriver à une leçon dans un manuel de géographie, dans un manuel de physique. Et en fait, on est passé par toutes ces étapes. Alors, on ne veut pas que les élèves reconstruisent toutes ces étapes pour tous leurs apprentissages. Là n'est pas l'objectif. C'est 1, 2, 3 fois au courant de leur scolarité, en faire l'expérience pour comprendre ça, parce que être citoyen dans un monde hier, c'était certain et vrai, mais aujourd'hui, je ne peux pas refaire hier, je prépare les enfants pour demain. Il est hyper important d'être capable d'être un citoyen à même de mener avec autrui des délibérations raisonnées en vue d'atterrir à des décisions qui soient à la fois fondées et équitables. Et ça, on ne peut pas le faire si on a des confusions catégorielles, je dirais, sur qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce qu'un savoir, et surtout une connaissance profonde de qu'est-ce qu'un savoir définitif, parce que jusqu'à nouvel ordre, la gravité, on ne va pas la remettre en question, un savoir provisoire, mais aussi des limites sur l'effet des savoirs sur la décision et la délibération. Un savoir, aussi maîtrisé soit-il, ne suffit pas pour prendre une décision qui soit équitable, qui soit juste, qui soit acceptable. Donc voilà, donc les élèves, on aimerait, c'est pour ça qu'on développe beaucoup les sciences humaines et sociales, en disant il n'y a pas d'effet performatif des savoirs. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on prend la bonne décision. Et ce n'est pas parce qu'on croit que c'est la bonne décision que c'est la bonne décision. Voilà. Donc voilà, comprendre aussi ce statut, qu'il y a des statuts de délibération qui relèvent de l'ordre politique, social, économique, et qu'au niveau des sciences, ça ne relève pas de la délibération, ça relève de la fabrication avec des processus extrêmement contraints. Donc voilà, toutes ces définitions catégorielles, pour nous, c'est hyper important. Et plus jeune on s'y exerce, mieux on est préparé le jour où peut-être cette génération anthropocène, à laquelle on tient beaucoup comme notion, elle sera peut-être dans 30 ans amenée à prendre des décisions cruelles. On ne sait pas. On ne sait pas du tout, on n'est pas devin, mais comment les équiper pour avoir présent à l'esprit les capacités de mener des délibérations raisonnées pour prendre des décisions fondées et justes. Et justement, sur cette capacité à avoir des délibérations fondées, il y a un élément aussi que je trouve important que l'approche méthodologique de la recherche essaie de promouvoir, c'est qu'il y a différents degrés de preuve dans la science et qu'avoir une idée déjà qu'il y a ce gradient de preuve, c'est déjà super. Ce n'est pas dichotomique, ce n'est pas complètement vrai, ce n'est pas complètement faux. Des fois, on ne sait pas du tout aussi parce que juste, on n'a pas fait suffisamment de recherche encore pour comprendre un phénomène. Et une fois qu'on a compris qu'il y a ce gradient de preuves, ça guide pour potentiellement prendre des décisions et décider on ne sait pas suffisamment d'informations pour mener une action, on en sait suffisamment pour commencer à envisager des choses. Et même en tant qu'enseignant, c'est aussi très utile d'avoir à l'esprit cette notion de degré de preuve.